Bonjour à tous, c'est le jour de la grande interview. Aujourd'hui, je recevrai Sylvain Duranton, qui est le patron monde de BCGX. On va parler de cette révolution de l'intelligence artificielle avec ses impacts et la manière dont on peut se préparer à la fois en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant qu'individu. On aura aussi une chronique dans cette édition, une chronique sur le rapport entre l'homme et la machine. Et puis, on va parler de vision par ordinateur. C'est tout de suite 3 questions. La vision par ordinateur, mais alors qu'est-ce que c'est que ça exactement ? Justement, ça va être notre sujet. J'ai peut-être un peu plus de 3 questions à poser à mon invité. Bonjour Thibault Lucas. Bonjour. Vous êtes le CEO cofondateur de Pixelia, jeune start-up française qui est dédiée à l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur. Alors, quelles sont aujourd'hui les capacités de vision des machines ? Elles sont assez grandes, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'industries aujourd'hui qui utilisent la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle. On pense notamment à l'inspection de l'infrastructure énergétique, par exemple, qui peut se faire par des drones et de l'intelligence artificielle, ou le tri de déchets, ou encore l'analyse dans Qu'est-ce qu'elles sont capables de voir exactement, les machines, à travers le logiciel ? Alors, en fait, c'est assez simple. Une image, ça peut être représenté via des pixels. Et c'est ces pixels-là qu'on va donner aux algorithmes pour qu'ils comprennent les images. Donc, quand on dit qu'une IA voit une image, en fait, ce qu'elle fait, c'est analyser la valeur de pixels dans une image. Et elle compare à d'autres images similaires. Exactement, c'est le principe de l'intelligence artificielle. C'est en fonction de données qu'on lui a montrées par le passé, on va être capable d'analyser les données futures. Et donc, elle peut, si on commence un peu à avancer sur le champ des applications, elle peut, par exemple, comparer quelque chose en bon fonctionnement et quelque chose d'abîmé, de détérioré. Quels sont les types d'applications ? Exactement, ça, c'est des cas d'application qu'on supporte avec nos clients, c'est-à-dire la détection de défauts sur des lignes de production, par exemple. On a dans la métallurgie, on peut voir des défauts quand on usine une pièce. Ça apparaît sur une image. Donc on peut le détecter automatiquement avec de l'IA. Ouais. Et en France, on est plutôt bien positionné sur ces technologies de vision par ordinateur ou en retard ? Je dirais que d'un point de vue de la recherche, on est très bien positionné. On le voit un peu en ce moment, c'est dans l'actualité. En IA, on est très bon, on a des très bons mathématiciens. Le sujet maintenant, c'est d'arriver à passer de la recherche et du laboratoire aux applicatifs métiers qui génèrent de la valeur. Et là-dessus, c'est un travail en cours qui est assez... où il y a un gros challenge, et c'est vraiment tout le sujet de Pixelia, c'est comment industrialiser l'intelligence artificielle et faire en sorte que ces algorithmes qui sont très performants en laboratoire puissent réellement générer de la valeur pour les entreprises. Ça fait quelques années qu'on en parle quand même de ce sujet sur les chaînes logistiques en particulier. Moi j'ai en tête des exemples de grandes entreprises logistiques qui utilisent ces caméras justement pour repérer des problèmes sur des chaînes industrielles. Est-ce qu'on a véritablement progressé ? On en est où de l'état de l'art ? Oui, vous avez raison. Ça fait quand même un certain temps aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle des preuves de concept autour de la computer vision et de l'IA qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves. Et le sujet maintenant, c'est comment passer à l'échelle. C'est-à-dire faire en sorte de ne plus analyser qu'une usine logistique qui serait une usine témoin, par exemple, mais d'aller déployer ça sur l'entièreté d'un parc logistique. Et ça pose des problématiques un peu différentes. Comme n'importe quel logiciel, on veut s'assurer qu'il fonctionne bien, et quand il ne fonctionne pas, on puisse l'améliorer et le réparer rapidement, et s'assurer que tout le monde a accès à l'information au bon moment. Et donc ça, c'est ce qu'on fournit à nos clients pour passer à l'échelle en fait, de ces applicatifs. Et alors, question, est-ce que si on avance un petit peu lentement, parce que moi, c'est ce que je constate et c'est ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, est-ce que c'est lié à une certaine anxiété qui est nourrie aussi au sein de la société vis-à-vis de ces caméras qui sont capables justement de faire de la reconnaissance d'objets, mais aussi de visages, de mouvements de population. On pense tout de suite en fait à des applications aussi de surveillance. Alors oui, vous avez raison, la technologie peut être appliquée à des fins très différentes, notamment des fins qui peuvent être peu éthiques. En réalité, dans un entrepôt, ce qu'on filme, c'est un carton en général. Donc ces problématiques-là apparaissent pas réellement. Je dirais que l'explication de pourquoi ça a été relativement lent au déploiement, c'est que chacun a initié des expérimentations dans son coin avec des manières de faire différentes, avec des objectifs différents. Et on n'avait pas réellement de standard de développement et de standard de déploiement. Et c'est un petit peu la nouvelle tendance aujourd'hui, c'est comment avoir un process commun
de déploiement à l'échelle de l'intelligence artificielle. Et ça veut dire qu'il faut que les startups de l'IA, de la computer vision, se mettent autour de la même table et décident ensemble de standards? Entre autres, c'est faire en sorte que tous les ingénieurs de la communauté de la computer vision aient les mêmes manières de travailler. Donc ça passe évidemment par une discussion, mais aussi l'adoption d'outils, je dirais, standards de marché. Et c'est l'ambition de Pixelia, c'est d'être le standard des outils de développement de modèles d'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'on peut vraiment être autonome sur ce marché en France ou en Europe, parce que ça nécessite de collecter énormément de données pour faire fonctionner ces algorithmes, j'imagine. Ça nécessite aussi d'importantes puissances de calcul. C'est vrai, mais ça peut être nuancé. C'est-à-dire que pour les modèles qu'on appelle de Generative AI, qui sont les modèles, je dirais, le plus à la mode en ce moment, effectivement, il faut énormément de puissance de calcul, il faut énormément de données. Mais dans l'industrie, ce n'est pas nécessairement l'approche qu'on va privilégier aujourd'hui. On va essayer de faire ce qu'on appelle du small data, donc faire de l'IA avec des données ultra spécialisées sur un cas d'application. Et dans ce cas-là, qui est le cas majoritaire aujourd'hui, ces problématiques s'effacent. C'est-à-dire qu'il y a besoin de beaucoup moins de puissance de calcul et beaucoup moins de données. Donc c'est un problème qu'on peut gérer, je dirais. Bon, Thibault Lucas, on va continuer la conversation, alors pas avec vous, mais avec le directeur monde de BCGX qui va nous parler justement de ces avancées qu'on fait aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc je vous invite à rester à l'écoute de Smartech. Je rappelle que vous êtes le CEO et cofondateur de Pixelia. Merci beaucoup. Merci. Sylvain Duranton est mon grand invité. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur monde du BCGX, qui est l'entité tech du BCG, donc grand cabinet de conseil en stratégie. Quand je dis tech, alors ça a été lancé en 2022 pour accompagner les transformations numériques des entreprises, donc avec des besoins très spécifiques. 2022, il y a une énorme attente sur ces transformations numériques, beaucoup de questions sur comment accélérer. J'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est peut-être plus tellement ce qu'on vous demande. On vous parle que d'intelligence artificielle, non, Sylvain? Alors, on nous parle beaucoup d'intelligence artificielle, surtout d'intelligence artificielle. Effectivement, c'est le grand sujet du moment, qui d'ailleurs est une continuité de l'intelligence artificielle qu'on avait avant, qui était plus prédictive par rapport à l'intelligence artificielle générative. Et puis, c'est aussi une continuité du digital, des technologies. Donc, on est bien dans une suite logique avec une accélération phénoménale qui est arrivée lorsque... Ça vous semble pas exagéré? Vous dites on est dans une suite logique? Le fait que, comme ça, hop, une solution technologique en chasse plein d'autres? Alors, non, je ne pense pas qu'elle les chasse, en fait, parce que la plupart du temps, en fait, on combine les différentes technologies. Ce n'est pas un clou chasse l'autre, si j'ose dire. On les combine dans la plupart des projets qu'on voit. On combine l'IA générative avec l'IA classique, et puis on peut mettre des blockchains, on peut mettre différentes choses, on peut mettre aussi de la réalité virtuelle. On assiste plutôt à une convergence, en fait, des projets autour des technologies. On ne cherche plus la solution. Il y a 4 ou 5 ans, les entreprises ont cherché alors où est-ce qu'on pourrait mettre de l'IA, où est-ce qu'on pourrait mettre une blockchain, où est-ce qu'on pourrait mettre ceci ou cela. Là, maintenant, c'est plus où est-ce qu'on peut créer de la rupture en utilisant les technologies dans leur ensemble. Et l'accélération ne me paraît pas exagérée, c'est-à-dire que ce qu'apporte la technologie d'IA générative, c'est réellement très en rupture par rapport à ce qu'on faisait avant. Avant, on avait un cerveau très mathématique qui pouvait prendre des décisions très chiffrées. Là, maintenant, on a un cerveau créatif qui permet de produire du contenu, des idées, des textes, des documents. Et en combinant les deux, on a des choses qui peuvent être très, très Vous puissantes. dites créatif, mais là-dessus, il y a débat, hein, parce que justement, ceux qui travaillent dans l'IA disent attention, hein, c'est pas vraiment de la création, c'est de la génération à partir de création. Alors, il y a toujours un débat qui est finalement, est-ce que ce contenu est réellement nouveau ou est-ce que finalement, c'est simplement en remâchant un peu les choses déjà vues qu'on arrive à quelque chose? Je pense que c'est un débat d'experts. Je ne suis pas sûr qu'il soit très fructueux parce qu'à la fin, même si vous prenez ce qui a pu être fait sur le jeu de Go, oui, en utilisant de l'intelligence artificielle, on a trouvé des stratégies qui n'existaient pas avant, que personne n'avait vues. Alors, est-ce que c'est créatif? Est-ce que le Go, c'est de la créativité? Est-ce que c'est un jeu fermé? Je ne sais pas. À la fin, on produit des choses qui n'avaient jamais été produites par un cerveau humain avant, qui auraient peut-être été produites dans quelques années. Alors, je ne sais pas si c'est de la grande créativité, mais en tout cas, c'est de la vraie nouveauté. Je ne sais pas comment vous dire. Alors, BCGX, donc je disais, c'est une entité spécifique sur ces questions de transformation par les technologies, on va dire. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'ensemble des transformations, finalement, qui passent par le numérique? Alors, effectivement, nous,
BCG, on a créé cette entité à un moment donné, puisque notre métier historique, c'est d'aider les entreprises à se transformer. Et à un moment donné, transformer les entreprises sans être capable de produire de la technologie, c'est illusoire dans un monde où la technologie a une telle importance aujourd'hui et transforme à tel point les fonctions des entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on ait, nous, ces compétences en interne, ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas aussi avec des partenaires. On a des partenariats avec la plupart des acteurs de l'écosystème technologique. Mais à un moment donné, pour faire notre métier sur les transformations d'entreprise, il fallait qu'on soit capable aussi de maîtriser et de délivrer une partie de la chaîne technologique. Ouais, donc vous êtes un producteur en fait. Alors BCGX, on n'est pas consultant, on est vraiment des fabricants de technologies. Comment est-ce qu'on fait les bons choix parmi justement ces multiples technologies à notre disposition? Alors, comment vous les aidez à choisir? Je pense que la question la plus forte, c'est autour des LLM. Où aujourd'hui, toute entreprise se voit sans arrêt démarchée par une start-up, un grand de la tech, etc., pour proposer son logiciel, ses services, son LLM, etc., avec des coûts qui vont de 1 à 100, selon ce qu'on achète. C'est très varié. Et aujourd'hui, pour un dirigeant d'entreprise, c'est difficile de ne pas être un peu perdu face à toutes ces offres. Je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de se demander pourquoi est-ce qu'on déploie la technologie. Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Parce que les fournisseurs ont tous plein d'idées sur ce qu'on pourrait faire avec leur technologie, mais d'essayer de clarifier un peu ce qu'on veut faire. Et notamment, il y a des choses qui sont très différentes. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui déploient des outils qui sont utilisés par quasiment tout le monde. Toutes les formes et variations autour des notions de copilote ou d'aide qu'on peut avoir. Ça, c'est des choses qui sont utilisées par un très grand nombre, dont l'idée est de faire gagner un peu de temps à chacun. C'est la fameuse théorie de se débarrasser des 4 pires heures de la semaine. On dit, voilà, on va enlever les choses qui sont les plus pénibles, on va se faire aider par un outil qui me permettra d'aller plus vite dans ce que je fais. Ça, c'est des choix qui sont très différents que de se dire, voilà, je vais faire ma propre solution technologique sur mesure pour mes processus, mes données sur un processus hyper stratégique, je ne sais pas, la tarification, la conformité dans une banque, la relation client, je vais équiper mes conseillers clientèle avec des outils qui leur permettront de mieux faire leur métier. On est sur des choses qui sont complètement différentes. Dans un cas, on achète plutôt des solutions sur mesure. Ça ne requiert pas de compétences technologiques fortes. En fait, c'est juste, on déploie un logiciel. Le bon outil. Et là, on choisit le logiciel en fonction de ses besoins. Dans l'autre cas, bâtir sa propre solution. Toutes les entreprises ne le font pas, mais celles qui font ce choix, ça demande de monter des équipes hyper pointues, de choisir parmi différents modèles, parfois de combiner certains modèles, parce que selon le problème qu'on veut résoudre, ce n'est pas le même modèle qui apporte la meilleure solution. Et là, il y a des choix d'architecture, de technologie qui sont très stratégiques et difficiles. Et là, nous, on peut effectivement aider. Là, il faut y passer un petit peu de temps. Comment est-ce qu'on priorise ces investissements aussi? Il y a tous les prix, par exemple. Il y a tous les prix. Sur cette transformation d'intelligence artificielle. Pour un outil, par exemple, où tout le monde en ce moment est un peu impressionné, sur les agents conversationnels. Oui. Bon, je pose des questions, j'ai des réponses. Selon l'agent, selon la précision que vous voulez, selon l'image que vous avez en face de vous, l'appel va pouvoir coûter entre quelques euros et quelques centimes d'euros. Et ça, c'est une question de temps de réponse, de complexité des questions, de qualité de l'architecture, de modèle que vous utilisez. Mais là, il y a vraiment de l'optimisation à faire. Et parfois, selon ce que vous faites, c'est tout à fait bien de dépenser plusieurs euros pour une conversation, parce que c'est des conversations à très haute valeur ajoutée. Dans d'autres cas, ça n'a aucun sens. Mais c'est très... Donc, il ne faut pas se contenter de regarder les prix. En fait. Non, c'est beaucoup poussé par le retour. Et la première chose que les entreprises doivent se poser, c'est où est-ce qu'il est important que je fasse la différence avec l'intelligence artificielle? Dans quelle fonction? Est-ce que c'est pour gagner en productivité? Est-ce que c'est pour mieux servir mes clients? Est-ce que c'est pour prendre de meilleures décisions? C'est ça les premières questions à se poser. C'est surtout pas, on m'a proposé un outil, où est-ce que je vais bien pouvoir le mettre? D'accord. Et ça veut dire qu'il faut aussi avoir les bonnes compétences en interne. Comment est-ce qu'on va chercher les bonnes compétences? Comment déjà est-ce qu'on sait de quelles compétences on a besoin? Et ensuite, où les trouver? Alors, il y a une pénurie, visiblement. Il y a une guerre sur les compétences. Et quand on interroge les dirigeants d'entreprise dans les études qu'on fait régulièrement,
on voit quand même que c'est le premier sujet pour les dirigeants d'entreprise qui se disent, bon, tout ça, j'ai compris que c'était important, mais à la fin, qui peut m'aider? Mais alors, c'est quoi? Il faut des data scientists? Qu'est-ce qu'il faut comme type de profil? Alors, dans les types de profils, il y a évidemment des data scientists, il y a aussi beaucoup de développeurs, parce qu'à un moment, il faut arriver à développer, à fabriquer des plateformes de données. Il y a besoin d'ingénieurs données aussi qui permettent de faire fonctionner tout ça. Il y a besoin de designers et de chefs de produits qui sont capables d'imaginer la solution, ce qu'elle va pouvoir faire, etc. Et puis surtout, il faut que ces équipes, une fois qu'on réussit à les constituer, travaillent en symbiose complète avec des équipes métiers. On n'est pas dans un produit digital où on se dit j'imagine un produit, puis après, hop, on déploiera dans l'entreprise. C'est des produits qui se calibrent, qui s'optimisent avec les utilisateurs. Et il y a des mois de travail de calibrage des outils avant qu'ils puissent être déployés. Et c'est souvent là qu'est le gros investissement pour les entreprises. Et vous parliez de prioriser les investissements. On a trop de situations où les entreprises font plein de petites choses et rien qui soit vraiment poussé à l'échelle et qui soit vraiment significatif. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Je veux dire, si tout le monde peut faire sa petite chose, on dit oui à tout le monde, c'est moins risqué, personne ne prend de risque. Et quand on se dit, voilà, nous, notre agenda, ça va être ces 3 sujets sur lesquels on va faire une vraie différence, ça se verra. Si jamais, au bout de 6, 12, 18 mois, on a vraiment quelque chose qui fait la différence ou pas. Donc, il y a besoin aussi de courage managérial, parce que ça veut dire que si on choisit 3 sujets, il y en a 15 autres dont certains avaient très envie, qui ne seront pas suivis, et on prend plus de risques. Je pense qu'aussi, dans un environnement aussi turbulent que le nôtre aujourd'hui, la notion où on manque de vision à long terme, de stabilité. Oui, mais la notion de prise de risque, à un moment donné, dans le choix stratégique, c'est plus important qu'avant. Sur ces sujets-là, on ne peut pas se dire qu'on fera tout partout pour être sûr de n'avoir rien oublié. On est obligé à un moment donné de prendre des décisions, et les décisions, c'est des risques. Et il vous semble qu'aujourd'hui, les entreprises ont pris la mesure justement de l'importance des technologies, de la transformation numérique? Il y a eu cette urgence post-Covid. On a l'impression que c'est un peu redescendu ensuite. On en est où aujourd'hui de la maturité des entreprises sur ces sujets en France? Prise de conscience. Est-ce qu'il faut bouger? Dans l'énorme majorité des cas. C'est-à-dire que dans les dernières études qu'on a faites, il y a plus de 80% des dirigeants qui veulent dépenser beaucoup plus en IA et en technologie que l'an dernier, même si la conjoncture n'est pas très bonne. Donc la volonté, elle est là, la prise de conscience, elle est là. Et on enquête auprès des dirigeants, mais aussi des managers et puis aussi et on parle des employés. Des grandes entreprises. Là. Oui, sur les grandes entreprises. Là, la bascule, elle est faite. Les gens savent que c'est important. Là où la bascule n'est pas faite, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on s'y met vraiment. Oui. C'est ça la partie difficile, parce que s'y mettre vraiment, ça veut dire choisir une technologie, ça veut dire monter des équipes, ça veut dire plein de choses. Et là, on voit quand même un retard à l'allumage qui est certain, en France et ailleurs d'ailleurs. Parce que oui, pour faire des petits tests, oui, pour faire des petits pilotes, mais j'attends d'être sûr, on attend que la réglementation soit figée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de retour etc. sur investissement évident? Alors, le retour sur investissement, on n'a pas de statistiques générales sur ce que c'est. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, quand c'est bien déployé, ça rapporte beaucoup plus que ce qui était prévu et ça coûte aussi beaucoup plus que ce que la plupart des gens attendent. Donc, ce n'est pas ce qu'on a un petit peu dit parfois, regardez, c'est génial, on branche et puis l'argent tombe. Non, non, il y a un vrai effort, il y a une vraie transformation, il faut changer des processus, des organisations, créer de la techno, monter des plateformes, etc. Mais l'impact est très important. Maintenant, si vous interrogez les entreprises, équipes dirigeantes, en gros, il y en a 2/3 aujourd'hui qui sont insatisfaites des retours économiques qu'ils ont eus sur les investissements passés en IA. Parce que justement, c'était très fragmenté, pas poussé au bout et tout. Mais malgré tout, les entreprises veulent investir beaucoup plus en IA. Parce qu'elles voient bien que le sujet est très important, qu'il va être transformant. Mais s'y mettre vraiment à l'échelle, aujourd'hui, on voit beaucoup de bonnes excuses pour pas s'y mettre tout de suite. Et moi, mon grand... Mais parce qu'il y a eu des mauvaises applications, des mauvaises expériences par le passé? Parce que par le passé, beaucoup de choses ont été faites qui étaient anecdotiques et qui ne sont pas passées à l'échelle. Ouais. Parce que c'est plus facile de faire quelque chose d'anecdotique dans un coin que de se dire, je prends le processus le plus important pour moi, je ne sais pas, une compagnie aérienne, la tarification ou la gestion du programme, une compagnie pharmaceutique, la gestion de la qualité en usine et la recherche, et de se dire, voilà, sur ces sujets-là, je vais tout reconstruire autour de technologies innovantes.
ça demande du cran managérial. Et ce cran Une managérial, décision au plus haut niveau de voilà, l'entreprise. il n'est pas toujours là. Et s'il n'est pas là, par contre, si on fait plein de petites choses partout, il est certain qu'on ne gagnera jamais rien. Alors, John Chambers, j'imagine que vous voyez très bien de qui je parle, donc ambassadeur de la French Tech dans le monde, et puis un grand patron, ex-grand patron dans les réseaux, nous disait en interview qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle pouvait faire gagner 5 à 10% de productivité à une entreprise. Vous êtes d'accord avec ce chiffre? Complètement d'accord. L'expérience que j'ai... On est capable de se projeter comme ça? Oui, on le voit, nous, dans les travaux qu'on mène pour les entreprises. En gros, on peut aller chercher entre 5 et 10% de productivité. Selon la taille de l'entreprise, ça va être autour d'1 milliard, peut-être plus, autour de quelques grosses initiatives transformantes. C'est vraiment là. D'accord. C'est vraiment là, mais ça demande d'investir vraiment. C'est pas quelque chose où on va gagner 10% de productivité en déployant je sais pas quoi, une licence OpenAI ou Microsoft Copilot dans toute l'entreprise. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais ça rapportera pas 10% de productivité partout. Alors, vous êtes également membre du conseil d'administration d'Aurore, qui est une ONG française qui vise à réduire la pauvreté et améliorer l'accès au logement. Est-ce que vous diriez que l'IA fait partie des solutions? Alors, est-ce que l'IA pourrait faire partie des solutions dans ce domaine? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un rôle sociétal sur tout un tas de sujets autour de l'IA, autour de l'éducation, très important, autour des approvisionnements en nourriture pour éviter le gaspillage. C'est aussi des choses sur lesquelles on a travaillé qui se font, pas dans le cadre d'Aurore. Sur la santé, l'IA peut beaucoup apporter. Donc il y a beaucoup de sujets sociétaux sur lesquels l'IA peut apporter. Aujourd'hui, dans la situation de l'hébergement d'urgence qu'on fait et de tous les centres qu'on a chez Aurore, je dirais, dans notre quotidien, voilà. Bah, je ne pense pas que ce soit l'IA qui soit attendue pour améliorer la situation. On a des budgets qui s'effondrent, qui sont très durs à défendre, des situations opérationnelles très tendues. Je pense que, voilà, oui, bien sûr, à terme. Non, mais c'est bien de le dire, parce que voilà, c'est pas la baguette magique qui va permettre de tout résoudre. Allez, je vous lance dans l'interview express avec des questions très binaires. Oui ou non? Donc, John Chambers, dont je vous ai parlé, a raison de dire que les entreprises qui n'ont pas de stratégie IA seront sanctionnées par le marché. Oui. Vrai ou faux, le mot transformation numérique est devenu ringard, hein? On ne vous parle plus que de IA dans les COMEX. Oui. Pour ou contre ChatGPT en entreprise? Pour. Pour? Ah oui. Pas dangereux, selon vous? Non, de confier ces données Alors, il y a des licences qui existent pour prendre ça. Donc, les API publiques, non, bien sûr, mais le logiciel sous licence, il est déjà très utilisé dans beaucoup d'entreprises et il est protégé. Ça ne pille pas vos données et ça fait gagner beaucoup de temps à beaucoup de gens. Rêve ou cauchemar, le rythme auquel les entreprises françaises intègrent vraiment opérationnellement l'intelligence artificielle? Cauchemar. Ouais. J'aime ou j'aime pas l'AI Act? J'aime. On a besoin d'avoir quelque chose. Donc, est-ce qu'il est parfait? Tout le monde dira que non, mais on a besoin d'un cadre réglementaire pour opérer. Il est ce qu'il est. Je ne pense pas qu'il soit absurde. Et donc, moi, je pense que c'est important. J'y crois ou j'y crois pas. Donc, l'IA qui peut aider à répondre aux grands défis sociaux et même de l'humanité. Vous m'avez un petit peu répondu déjà. Ah oui, ça, j'y crois complètement. Et je le vis tous les jours avec nos équipes, puisqu'on est sur pas mal de ces sujets. Merci beaucoup Sylvain Duranton, directeur monde de BCGX, d'avoir été mon grand invité. À très bientôt. Merci. On termine cette édition avec David Lacomblède, le président de la Villa Numéris et son regard, sa chronique. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors, sous couvert de sport, vous allez nous parler de machines et d'intelligence artificielle. On va voir ça. On va revenir sur Roland Garros. On va se projeter aussi sur Wimbledon. Bref, on va parler de tennis, mais en fait d'une révolution qui se profile. 2 tournois majeurs donc, qui pourraient renoncer aux juges de ligne pour les remplacer par des machines. Vous voyez là une illustration supplémentaire de l'homme remplacé par la machine. Et oui, c'en est terminé des contestations, des balles fuyantes, des traces qu'on essaye d'aller repérer parmi tant d'autres, et des erreurs grossières aussi.
en tout cas presque, puisqu'il restera quand même un arbitre principal en haut sur sa chaise. Mais effectivement, Roland Garros se pose sérieusement la question de savoir si, dès le tournoi de l'année prochaine, ils ne vont pas remercier leurs 330 juges de ligne, certes bénévoles pendant le tournoi, mais pour les remplacer par une machine dès 2025. Alors ça existe déjà à l'US Open à New York ou à l'Open d'Australie. Alors l'affaire n'est pas simple parce qu'il y a les puristes qui considèrent que c'est avant tout un art et que chaque acteur doit y trouver sa place. C'est également un business, et donc un business qui se doit d'être juste entre les principaux protagonistes et fiable dans les règles d'arbitrage qu'il donne. C'est John McEnroe, souvenez-vous de cette star. Mauvaise tête. Mauvaise tête, contestataire parmi les contestataires, qui, dans une interview il y a quelques jours, disait que certainement aurait-il eu une meilleure carrière s'il avait eu de meilleurs juges, et en tout cas une machine. Mais sans contestation et sans ce spectacle dans lequel il excellait, est-ce que sa légende aurait été la même? Pas sûr du tout. Alors justement, qu'est-ce que le tennis a à y gagner ou à y perdre? Vous êtes prêts pour le match? Service machine, bardé de caméras, d'algorithmes qui savent analyser la trajectoire au millimètre près. La machine est redoutable de précision, 15-0. Néanmoins, le juge arbitre et le juge de ligne savent humer le moment, voir aussi les gestes antisportifs, voir, on l'a vu d'ailleurs lors du dernier tournoi, les interactions du public, et peut s'avérer néanmoins nécessaire, 15 partout, dirons-nous. Au-delà, la machine ne fatigue pas. Elle va rester stable pendant tout le match, donc son acuité, sa forme va rester égale, et donc son jugement ne sera pas altéré, elle reprend un avantage. Mais néanmoins, le revers de la médaille, c'est qu'elle peut avoir des bugs. Les machines, on les connaît, parfois ça ne fonctionne pas, et de nouveau une égalité 30-A. Néanmoins, le fait d'avoir un outillage technologique peut laisser entrevoir une généralisation à d'autres tournois qui n'ont pas aujourd'hui un équipement, y compris en juge de ligne, et donc d'avoir une certaine forme d'équité au niveau global. Ce qui n'est pas le cas dans le football. Le football a introduit, il y a plusieurs années maintenant de cela, l'assistance vidéo. La VAR. Alors, la fameuse VAR qui aide les arbitres. D'ailleurs, la plupart du temps, ils ne s'y retrouvent pas plus, si on veut être juge. Mais néanmoins, on voit bien la difficulté à aller exporter des systèmes de vidéo assez lourds sur des terrains d'amateurs. Et d'ailleurs, ce qui faisait le propre d'un sport comme le football, c'était que tout le monde pouvait jouer de la même manière, c'en est terminé. Néanmoins, in fine, effectivement, ces juges de ligne seront remplacés. On serait tenté de dire jeu, set et match. Et vous êtes tenté de dire que ce qu'on retrouve là dans le tennis, on va le retrouver demain dans toutes les organisations? Alors, on l'a déjà dit ici, on a plutôt tendance à surestimer ce qui arrive à court terme et à sous-estimer ce qui arrive à long terme. Profitons de ce temps pour réfléchir, se documenter, se former, s'informer et se préparer, non pas à repousser, mais à accueillir des solutions d'intelligence artificielle dont on sait qu'elles arriveront. Je suis dans ma voiture et déjà elle me remet dans la ligne droite, et c'est un premier pas vers l'automatisation des voitures. Il y a la ligne 14 qui ouvre ces jours-ci pour accueillir les flux de passagers des Jeux Olympiques. C'est des rames sans conducteur parce que ça permet de répondre à une forte tension, parce que les IA se logent dans les interstices de temps pour en améliorer la productivité. Et donc, effectivement, mieux vaut pour les êtres humains de s'y préparer, de se singulariser et de se distinguer pour ne pas être remplacés par des machines et par d'autres hommes qui sauraient gérer les machines. Merci beaucoup, David Merci, Lacompette Delphine. de la Villa Numéris. Merci à vous de nous suivre sur Bismart. C'était Smart Tech. On se retrouve très vite.